Diaspora et marché des savoirs globaux, comment les compétences de la diaspora influent-elles sur les pays d'origine en contribuant à leur développement? Si 25% des budgets sont consacrés à l'éducation des personnes qui quittent leur pays, quel est le retour sur investissement pour ces pays? Première question à mes invités, faut-il parler de diaspora au pluriel ou au singulier et pour quelles raisons? Je pense qu'il faut parler de diaspora africaine à la fois au pluriel et au singulier. Au pluriel d'abord parce que ces diasporas révèlent une diversité des formes, une diversité de parcours, une diversité d'expériences, une diversité de localisation, mais en même temps elles déploient des convergences de préoccupations, des convergences de lutte, des convergences d'aspiration. Et donc c'est un peu dans l'articulation de cette diversité et de cette unité qu'il faut effectivement travailler et les appréhender. La seule chose qui véritablement, à mon avis, est importante pour moi, c'est surtout de savoir ce que ça produit que d'utiliser diaspora africaine au singulier, qui a été en fait essentiellement une expression militante dans un premier temps, qui a commencé véritablement à apparaître au début des années 1960 et qui venait représenter, qui venait signifier d'une certaine façon la volonté pour des descendants d'Africains vivant grande majorité en Amérique du Nord, la volonté de se réapproprier une histoire, de réunifier également leur passé et pour cette raison de se trouver précisément une expression qui leur permettait d'avoir une unité. Donc il était important d'utiliser diaspora africaine au singulier à ce moment-là. Diaspora africaine au pluriel, c'est quelque chose de beaucoup plus récent en fait, parce que c'est une expression qui correspond essentiellement, même si on ne pourrait pas forcément se limiter à ça, mais c'est une expression qui correspond justement à une logique d'État-nation. C'est-à-dire que chaque État, d'une certaine manière, est censé avoir sa diaspora, est censé avoir un rapport avec sa diaspora, qu'il s'agisse du Maroc, du Zimbabwe, du Lesotho ou du Bénin. Donc en fait, quand on rajoute le pluriel, on passe à une dimension qui est complètement différente, puisque ça n'est plus une dimension d'unification, ça n'est plus une dimension panafricaine en quelque sorte. Enfin, au singulier, c'est une dimension panafricaine, et quand on rajoute le pluriel, on repasse paradoxalement à une dimension qui, elle, est beaucoup plus nationale, et qui, par conséquent, a tendance souvent à oublier cette dimension de l'unité africaine. Mais je crois qu'il faut commencer par changer en fait de perspective d'approche par rapport à cette question de l'exode des compétences et considérer qu'avec les mobilités, l'ancrage n'est pas perdu, que les émigrations contribuent à enrichir effectivement cette diaspora et en même temps les nouvelles technologies, le numérique, tout le développement des transports permettent à ces diasporas de se reconnecter à leur pays d'origine. Est-ce qu'il faut parler d'hémorragie ? C'est un peu l'éternelle question quand on parle de migration qualifiée. Je pense qu'en fait, on est passé dans une autre logique. La logique qui consiste à parler d'hémorragie, qui consiste à parler de fuite des cerveaux, est celle qui finalement consiste encore à penser que ceux qui partent doivent obligatoirement revenir et qu'ils doivent revenir par une sorte de retour physique. Mais maintenant, les technologies, notamment de la communication, celles qui permettent une plus grande simultanéité, celles qui permettent de rapprocher en quelque sorte l'espace et le temps, permettent d'être présents sans forcément effectuer un retour physique directement. Et on voit notamment se développer, en particulier en Afrique, des réseaux justement de ces migrants hautement qualifiés qui s'organisent pour tenter d'amener leurs compétences en direction d'un meilleur développement de leur pays. Et c'est vraisemblablement par ces réseaux qu'il y a une possibilité de passer de cette logique d'une
ce qu'on appelle le brain drain, donc la fuite des cerveaux, à une logique qui est beaucoup plus celle du brain gain, c'est-à-dire où il est possible tout à la fois pour les États de bénéficier d'un transfert de compétences, et donc des compétences qui ont été acquises par ces étudiants, ces ingénieurs, ces informaticiens dans d'autres pays, sans nécessairement les obliger à revenir physiquement sur le territoire de leur pays natal. Les conséquences les plus importantes ne sont pas forcément des conséquences juridiques au niveau de l'Union africaine, c'est surtout des conséquences qui sont importantes sur le plan des États, puisque l'Union africaine incite, voire demande très fortement aux États de mettre en place des processus, des dispositifs par lesquels ils seraient en quelque sorte obligés de s'occuper de ces diasporas, à la fois pour bénéficier des ressources qu'elles peuvent amener au sein du pays, c'est-à-dire des ressources qui peuvent permettre un meilleur développement, mais également en contrepartie de bien évidemment inclure d'une meilleure manière ces diasporas au sein de l'espace politique. Donc ça peut impliquer des choses aussi variées que l'existence de ministères chargés de la diaspora ou tout simplement aussi des représentants qui peuvent faire partie des différents parlements. Les sociétés et les peuples se sont appropriés des espaces de vie et des espaces étatiques à leur profit et donc transcendent les frontières nationales, les frontières sous-régionales. Et il revient aujourd'hui aux États africains, depuis que l'Union africaine a considéré que les diasporas africaines sont la 6e région, d'adapter leur structure et leur législation pour justement capitaliser ces flux qui contribueront, j'en suis sûr, au développement équilibré des pays africains. Je pense que les populations africaines ont toujours considéré que le fait national et les frontières qui l'accompagnent étaient une donnée mineure dans leur vie, dans leur travail et donc dans leur mobilité. Et l'Afrique a toujours été un continent de la migration, un continent du départ et du retour, ou en tout cas de la circulation, offre aujourd'hui justement le cadre d'une migration qui transcende les frontières étatiques, et il appartient justement aux États africains pour être en cohérence avec la volonté de ces populations qui commercent, qui entreprennent, qui étudient ou qui simplement rejoignent leur communauté familiale d'un État à l'autre, effectivement, de trouver les outils et les dispositifs adaptés pour capitaliser justement cette mobilité transfrontalière. Ce qui est vrai, c'est que cette dimension sud-sud des migrations, et d'ailleurs des migrations à l'échelle mondiale, pas seulement des migrations intra-africaines, est quelque chose qui est totalement méconnu. C'est-à-dire que dans l'espace européen ou occidental, on continue à penser que les migrations, de manière générale, sont des migrations qui vont du sud vers le nord, c'est-à-dire de la misère en quelque sorte vers l'Eldorado et vers la prospérité, alors qu'effectivement depuis maintenant un assez grand nombre d'années, voire de décennies, c'est au contraire dans l'espace sud-sud que se produisent la plupart des mouvements de migration, qu'il s'agisse d'ailleurs de migration hautement qualifiée ou qu'il s'agisse également de flux de réfugiés dont on parle relativement peu, puisque à l'époque actuelle on a une crise de réfugiés en Europe, mais les crises de réfugiés au sein de l'espace sud-sud sont beaucoup plus anciennes et beaucoup plus nombreuses. On peut considérer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'émergence de ce que j'appelle les nouvelles présences africaines. Ces nouvelles présences africaines sont essentiellement politiques, culturelles, médiatiques. Autrement dit, ces diasporas africaines occupent les lieux et les espaces de pouvoir, pas simplement en Afrique, mais en Occident notamment. Et il appartient aujourd'hui à toutes ces élites-là, diasporiques, de ne pas voir leur apport au continent africain simplement sous le prisme des transferts financiers ou d'envoi de l'argent aux familles, mais effectivement de développer une sorte de disponibilité pour accompagner les politiques publiques et en Europe et en Afrique. Le rôle politique de la diaspora ou des
des ressortissants des différents pays nationaux est très important, mais il est aussi très ambigu. Quand je dis ambigu, il n'est pas, je ne veux pas dire qu'il est obligatoirement ambigu, mais il est souvent perçu de manière ambiguë. En effet, la diaspora peut être perçue comme étant une forme de moyen d'influence, une sorte de lobby au sein des pays d'accueil, et qui peuvent permettre en quelque sorte d'avancer en quelque sorte les pions de l'État national et de permettre une meilleure coopération entre les États. Mais ce qu'il faut voir également, c'est que très souvent aussi, et ça n'est pas seulement vrai en Afrique, les ressortissants vivant à l'étranger, donc ce qu'on appelle généralement la diaspora, ont aussi une pression qui est très importante sur les autorités de leur pays d'origine. Et ces pressions, elles peuvent être politiques pour tenter d'amener, par exemple, de la démocratisation, mais cela peut aussi être des pressions pour que un certain nombre de mesures légales soient prises, et je pense notamment aux mesures qui concernent l'autorisation de l'acquisition d'une double nationalité, ou alors la possibilité de voter aux élections nationales alors même qu'on se trouve à l'étranger. Diaspora est un atout à partir du moment où on ne s'attarde finalement pas trop sur le terme en tant que tel, et qu'on s'attarde avant tout sur la question des liens qui sont bâtis. Parce que le terme a tendance à laisser penser que finalement cette diaspora, elle existe, et qu'on peut simplement la dénombrer en additionnant le nombre des gens qui vivent à l'étranger. Or, la réalité des liens existants entre des nationaux vivant à l'étranger et le pays d'origine, il ne se fait pas généralement d'un État vers une population. C'est un tissage, c'est un ensemble de liens qui sont bâtis soit par le bas, soit par l'intermédiaire d'associations, mais également par l'intermédiaire des nouvelles technologies, par des sites, par des blogs, par des bases de données. L'atout, il est ici. Le handicap, il serait précisément de se cantonner à l'idée selon laquelle, par exemple, la diaspora, ça ne serait qu'économique, ou que cela ne serait que politique. C'est-à-dire le handicap, ça serait de venir enfermer, en quelque sorte, ces populations-là vivant hors d'Afrique, hors de leur pays, ou en tout cas du pays avec lequel elles sentent un attachement, une fierté et un héritage. Le handicap, ça serait justement de les enfermer à l'intérieur d'une définition qui justement ne permettrait pas véritablement une forme de créativité à tous les niveaux. Mais je crois que les diasporas africaines sont plus un atout. Encore conviendra-t-il de structurer ces diasporas, en tout cas de les connecter d'abord entre elles, et en même temps aussi d'organiser leur articulation avec les différents pays africains, et pas nécessairement les pays d'origine, mais les pays où les conditions seront favorables pour leur épanouissement et leur contribution au développement.